J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui avec nous pour la 3e masterclass M. Nordine Saïd, qui est avec nous pour donner une leçon sur comment on traitait les films marocains, le cinéma marocain, la question des droits de l'homme. Donc après 2 premières masterclass de M. Morzak Alouache et Nouri Bouzid, nous avons le plaisir d'interroger le cinéma marocain. Pendant toute une semaine, nous avons présenté plusieurs films recommandés par M. Saïd, notamment le film de Leila Kilani, Nos lieux interdits, Pégase de Mohamed Moutakir, Malak, Sur la planche et The End de Hicham Al-Asri. Donc tout de suite, je pense que je vais faire une petite présentation de M. Nordine Saïd, mais je pense que vous le connaissez tous mieux que moi peut-être. M. Nordine Saïd est titulaire d'un DES en philosophie natif de Tanger. Il a été professeur de philosophie, puis inspecteur général de philosophie. Puis il a été conseiller auprès de Deuxième, puis directeur général. Après avoir assumé plusieurs responsabilités à Canal+, il a été directeur général du Centre cinématographique marocain. Monsieur Nordine Saïd est critique et producteur de cinéma, il est aussi romancier, il a signé dans plusieurs films. Je vous invite à applaudir Monsieur Nordine Saïd et à accueillir sur scène. Bonjour. Je disais donc que Fedwa a présenté le thème de ce qui est appelé ici Masterclass. Je souhaiterais qu'on parle surtout de ce qui me plaît de faire, c'est le mot juste, ce serait entretien. Parce que dans entretenir, il y a le fait qu'on a à tenir quelque chose, on a à tenir une parole. Et puis il y a le mot entre, c'est-à-dire il y a non seulement un échange, ça c'est évident, mais qu'on entretient quelque chose, comme on entretient une amitié, comme on entretient une flamme, et le cinéma en aurait besoin en ce moment. Entretenir, c'est plus fort que juste faire un cours. Dans masterclass, il y a trop de choses qui sont trop lourdes. Il y a classe, il y a master. Bon, peu importe l'appellation, mais entretenir pour moi, c'est quelque chose d'important. Et donc, elle a présenté comme thème le rapport du cinéma marocain avec les droits de l'homme, c'est-à-dire, on a presque l'impression de mettre le cinéma en accusation et qu'ils doivent absolument, ce cinéma, se défendre de quelque chose. Qu'as-tu fait pour les droits de l'homme? Le problème ne peut pas être posé en ces termes. Pour une raison simple, c'est que les droits de l'homme, d'abord, avant qu'on les considère comme un objet à filmer, comme un sujet de film, les droits de l'homme, c'est en tant que tel une sorte de cadre englobant. C'est un peu plus qu'un objet. Et j'expliquerai ce que j'entends par englobant. Les droits de l'homme, c'est un concept. Je préférerais parler, sous l'autorité de Mme Hazmi, de droits humains. Les droits humains, c'est un concept qui est englobant et qui est totalement transitif. Je vais commencer par expliquer de façon très simple tout ça. Que signifie le fait que les droits humains sont englobants? Ben, cela signifie tout simplement que ça concerne aussi le cinéma en tant que tel. Le cinéma est déjà, il fait partie, il est à l'intérieur des droits de l'homme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le cinéma relève des droits humains. Le cinéma doit être un droit humain. Filmer, c'est un droit humain. Donc il n'y a pas d'un côté les droits humains en tant qu'objet filmable, et d'un autre le cinéma qui serait une sorte de structure caméra, son, etc. Non, filmer, c'est un droit humain. Un peuple qui ne filme pas est un peuple qui ne respecte pas les droits humains. Un pays qui ne permet pas à son peuple de filmer est un pays qui a un vrai problème de droits humains. En ce sens, il n'y a pas un objet qui s'appelle les droits et un sujet qui filme qui s'appelle le cinéaste ou le film. C'est englobé.
alors déjà, ce problème-là est important. Pourquoi? Parce que les droits humains, disais-je, sont transitifs, c'est-à-dire qu'ils collent à tout. Vous pouvez faire demain une réunion sur littérature et droits humains, peinture et droits humains. C'est lié à tout. Pourquoi? Justement pour cette première qualité importante, impérieuse, d'être englobant. J'irai pas plus loin, mais disons que je pourrais facilement inférer que les pays qui n'ont pas de cinéma sont des pays qui sont, par rapport aux droits humains, dans une très mauvaise posture. Le Maroc ne fait pas partie. N'en fait pas partie parce que depuis longtemps, ça ne remonte pas il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, depuis longtemps, le Maroc a voulu inscrire son image. Et l'inscrire en toute responsabilité, c'est-à-dire la confier aux cinéastes marocains. Qu'il y ait eu beaucoup de films, moins de films, une année sur l'autre, une décennie sur l'autre, c'est un problème de choix politique, mais ce n'est pas un problème de choix philosophique. Le choix philosophique du Maroc, depuis longtemps, ça a été de dire nous voulons avoir nos propres images. Ben maintenant, on les a. Le fait que le Maroc ne soit pas en manque par rapport à ce principe, le fait que les droits humains soient respectés du point de vue du fait que le cinéma est dans les droits de l'homme, de tout individu humain, ici présent au Maroc, c'est déjà un acquis. Dans une deuxième phase, non seulement un pays est responsable des images qu'il doit produire, non seulement il se donne ce droit humain de permettre de laisser faire le filmage de façon tout à fait libre. Dans une deuxième phase, le cinéma implique aussi le fait que nous pouvons voir ce que nous filmons. Ça, c'est une deuxième phase. Il ne suffit pas de filmer un film toutes les années bissextiles et de dire nous faisons des films. Il faut de façon pérenne et continue se donner les moyens de filmer et donner aux autres compatriotes le droit, la possibilité, parfois le devoir, de voir ces films. À ce niveau-là, si on prend des modèles absolus, ce que l'Occident aujourd'hui enseigne comme étant le modèle de référence, il est vrai que sur ce chapitre-là, nous sommes l'ensemble des pays dits du Sud, Afrique, monde arabe, etc., battus à plat de couture. Non seulement ces autres, avec un petit A, filment, voient, mais ils filment et ils voient ce qu'ils filment et exportent vers nous ce qui devient très vite un modèle exportable et qui donc contamine non seulement notre vision, mais aussi notre possibilité de créer, notre imaginaire. Et voilà le point. À partir du moment où un peuple est suffisamment irresponsable pour ne pas permettre à ces cinéastes, à ces individus sociaux de filmer, ou encore plus irresponsable de leur permettre en certaines circonstances de filmer, mais qu'il leur interdit de voir, alors il y a quelque chose de très grave qui est touché dans le droit humain fondamental d'un individu. Le droit de créer, le droit de voir et de donner à voir ce qu'il crée, et le droit de se garantir cette possibilité autant de fois que la société l'exige. Ce qu'on appelle un pays aujourd'hui, c'est ça, c'est pas autre chose. Donc beaucoup de pays peuvent avoir les moyens, mais ne filment pas. Je me pose toujours la question, ça me semble complètement maladif, de l'ordre de la psychose. Pourquoi certains pays n'ont pas filmé un seul film depuis un siècle qu'ils existent, depuis 50 ans, qu'ils sont indépendants? Un vrai problème. C'est que le cinéma est un révélateur. Révélateur de quoi? Révélateur de sa propre humanité et donc de la défense acharnée de l'acte de créer au cinéma avec les droits de l'homme, avec les droits humains. Un film, de par son existence, pour commercial qu'il puisse être, est toujours la manifestation impérieuse de l'existence d'un peuple en tant qu'il se donne à voir sur un écran. Ça a un rapport avec quelque chose d'essentiel, ce à quoi je veux arriver, le rapport à la vérité. Le rapport à la vérité n'est pas la vérité. Dans l'expression rapport à la vérité, le mot le plus important pour moi, c'est pas vérité, c'est rapport. Créer ce rapport,
c'est s'assumer en tant que sujet locuteur, en tant que sujet parlant. En tant que sujet parlant, donc acceptant, donc révolté et révoltant, donc pas d'accord, donc quelqu'un qui affirme une identité qui dit « je suis capable de m'exprimer, je vais vous dire quelque chose ». Alors évidemment, ce quelque chose, ça peut être normé, normal, accepté, acceptable, ça peut être quelque chose qui justement joue à la lisière de ce qu'une société peut permettre de dire ou de ne pas dire, mais il a le droit de le dire. Une société qui voudrait qu'on ne dise qu'un seul type de discours, qui ne peut permettre le filmage que d'un seul type de fiction, qui modélise l'expression artistique en tant que c'est une expression fondamentalement créatrice, un pays qui ne voudrait que cela, serait en infraction très grave par rapport à un droit humain essentiel. Le droit à l'imaginaire, le droit à l'expression libre, le droit à la liberté d'expression. Parce que le cinéma se fonde principalement sur ces droits. Ce n'est pas une incitation à n'importe quoi. C'est un droit garanti pour tout individu qui doit être responsable par rapport à ceux qui vont le recevoir, mais qui à la base est libre de dire tout ce qu'il a envie de dire. Il est lui-même le produit essentiel d'une société de contradiction sociale, de contradiction individuelle, de sa propre structuration psychologique, de ses propres névroses. Il est tout cela. Mais il n'y a aucune raison humaine qui puisse me permettre de lui dire « tu ne peux pas parler de cela ou de cela ». C'est à lui de déterminer, de par sa structuration, ce qu'il peut et ne peut pas dire. Et c'est au public aussi, puisque nous sommes dans un rapport qui est essentiellement dialectique, de dire ce qu'il peut accepter, ce qu'il ne peut pas accepter. Mais ne jamais arriver au fait que, par une violence quelconque, qu'elle soit simplement par la loi, ou qu'elle soit par la violence directe physique, aucune violence ne peut absolument être justifiée pour dire à un cinéaste qu'il peut ou qu'il ne peut pas. Jamais de violence. Tout se passe dans le rapport qu'il y a entre l'individu locuteur, le sujet de la création, le cinéaste, et les gens qui vont recevoir ce discours, qu'ils le reçoivent bien ou mal, c'est ce qui fait la vie d'une société, la vie réelle d'une société. Une société immunisée contre ses propres excès est une société qui donne les moyens aux gens d'être suffisamment en mesure de dominer leur propre discours, mais de le dominer de façon complètement libre. Dominer ce qu'on a à dire ou à ne pas dire, c'est un acte libre. Alors évidemment, on pourrait parler ici de censure, d'autocensure. Le problème n'est pas là. Le problème pour moi se pose au niveau de ce que l'individu en son fort intérieur sent qu'il peut ou qu'il ne peut pas dire. C'est son problème. Donc c'est le problème de sa structuration qui est le résultat de tout ce qu'il a vécu, subi, créé, vécu réellement dans sa propre société. Si on oublie ces principes, alors là, c'est même pas la peine de poser le problème des droits de l'homme. Donc si on prend le problème de cette façon-là, qui me semble être, de façon préliminaire, la façon la plus assurée d'énoncer ce sujet, alors on peut aussi se poser la question, mais qui est complètement d'ordre strictement ponctuel, qui est, je dirais, historique, dans le sens où ça appartient à un moment particulier d'une histoire. Qu'est-ce que nous, ici, par exemple au Maroc, qu'est-ce que nos cinéastes ont fait pour ce concept des droits de l'homme en tant qu'objet filmable? La question peut se poser, mais bon, je vous répondrai tout simplement qu'ils en font ce que tous les peuples qui ont un cinéma en ont fait. Quand vous prenez les 240 ou 230 films français filmés par an, ils ne sont pas absolument complexés, ils ne sont pas écrasés par ce que les droits humains attendent d'eux. Quand vous prenez les Américains, les Indiens, tous les peuples qui font beaucoup de films, les Indiens, ils en font, je crois, 1100 ou 1200 par an, les Français 140, les États-Unis facilement 600, l'Europe entière réunie doit en faire facilement 900.
ces pays ne se posent pas le problème des droits de l'homme comme un objet séparé de l'activité cinématographique. Dans tout film, il y a une partie qui nécessairement, de près ou de loin, va toucher les droits humains. On m'a demandé de choisir, pour ceux qui ont suivi ces films à l'ISCA, on m'a demandé de choisir un certain nombre de films à montrer. Ma préoccupation principale n'était pas de savoir quels sont les films qui vont explicitement parler directement, de façon militante, des droits humains. J'ai choisi des films, d'abord les plus récents. Je n'ai pas voulu remonter très loin entre ainsi. Il y avait plus de films à montrer, et il y a beaucoup de films qui valent la peine d'être interrogés. Mais j'ai choisi des films qui sont très récents, et qui tous, d'une façon ou d'une autre, directe ou biaisée, abordent la question des droits humains. Le premier est évidemment directement, explicitement lié au concept des droits humains. C'est, je crois, Nos lieux interdits, de l'excellente Leila Kilani. Et Nos lieux interdits est effectivement, on ne peut plus frontalement inscrit dans cette ère très ouverte des droits humains, puisqu'elle accompagne des anciens prisonniers politiques, prisonniers d'opinion, dans ce qu'ils sont devenus après ce qu'ils ont vécu. C'est émouvant, c'est fort, c'est imprégné d'une certaine décence dans ce qui est dit, dans ce qui est écouté. Et Leila Kilani, par ce film-là, nous fait la preuve qu'on peut aborder des objets qui sont en soi extrêmement violents, avec une intelligence d'écriture et un respect des sujets filmés, qui méritent vraiment beaucoup de... Au revoir Suleiman, à tout à l'heure. Qui méritent d'être écoutés. Voilà, c'est un film qu'on écoute. Je ne sais pas si beaucoup de gens ici l'ont vu, moi c'est un film que je respecte énormément. Leila Kilani est une femme qui vibre de conscience sociale et d'intelligence cinématographique. J'attends d'elle qu'elle nous donne de beaux films, à l'instar de certains de nos anciens cinéastes qui n'ont jamais ni démérité ni déçu. Et on retrouve la même Leila Kilani dans un autre film, je pense qu'il vous a été donné de le voir à l'ISCA, et qui est Sur la planche. Un film d'une intelligence rare au niveau de la complicité. Vous savez, à partir du moment où vous filmez quelque chose, déjà il y a un rapport de profondeur de champ qui est magnifique. Vous filmez comme ça. Mais quand les protagonistes qui sont filmés en tant qu'objet font une interaction entre eux, lorsque vous avez la possibilité donc de filmer dans ce sens, et que le plan lui-même commence à interagir, vous avez affaire à un grand cinéaste. Vous avez affaire à quelqu'un qui dirige des acteurs. Parce que les acteurs, les actrices, puisqu'elles sont 4 qu'elle a prises, ces actrices n'avaient a priori rien à voir avec le cinéma. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme certains d'entre nos cinéastes ici, je vois qu'il y a Ahmed Tazir, qu'il y a Zinoun, certains d'autres que je ne distingue pas, le travail qu'ils font avec les acteurs, c'est quelque chose d'essentiel. Elle a été encore plus malade que ces cinéastes-là. Elle a travaillé avec ces 4 filles pendant 6 mois. Vous savez, au Maroc, où on filme généralement en se plaignant, un film en 5 semaines, prendre 6 mois pour la préparation des actrices, je vous prie de me croire, c'est assez exceptionnel. Ben, le résultat, c'est que ça se voit tout de suite à l'écran. Ces 4 filles qui sont capables du meilleur et du pire, surtout du pire. Ces 4 filles qui sont laissées, abandonnées. Je ne parle pas d'un abandon qui serait physique, les parents, non, pas du tout. Abandonnées par une société entière et qui, malgré tout cela, doivent inventer chaque jour la possibilité de vivre et de s'affirmer. Ces 4 filles ont interréagi entre elles dans tous les plans d'une façon qui est tout à fait remarquable. C'est un grand film. Pas pour rien d'ailleurs qu'il a été retenu à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, et que grâce à cela,
Leïla Kilani est en train encore de préparer un film. Comme elle est extrêmement méticuleuse dans la préparation, c'est une fille qui ne fera des films qu'une fois tous les 4 ans, et c'est dommage pour nous, parce que bon, c'est comme ça la réalité au Maroc, c'est que quand on veut travailler sérieusement, il n'y a pas suffisamment les moyens réels, pas que financiers, les moyens réels de faire du cinéma. Parce que là, c'est une parenthèse importante. Faire du cinéma, ce n'est pas simplement avoir une avance sur recette. Le Maroc est fier d'avoir cette procédure. Ils sont fiers d'avoir une avance sur recette. L'État marocain a compris quelque chose d'essentiel il y a plusieurs années en disant « je veux », c'est l'État qui parle, avoir un cinéma à nous. En quantité, en qualité, ne rentrons pas dans ces trucs, oui, mais vous donnez de l'argent à des films. Il faut faire du cinéma. C'est quelque chose qui relève des droits humains. Évidemment, la décantation se fera, on aura des bons films, on aura sur la planche, on aura d'autres films, etc. Mais il ne suffit pas qu'on vous donne tout simplement une avance sur recette. Il y a un environnement créatif au Maroc qui est en train de se structurer, mais qui n'est pas encore acquis. Et attention, c'est volatile, c'est fragile. C'est fragile comme un chevreuil. Vous bougez une petite feuille dans la forêt, le chevreuil est déjà ailleurs. C'est très fragile le cinéma. La création, c'est très fragile. Donner des avances sur recette, c'est formidable. Assurer, construire un environnement créatif réel, c'est beaucoup plus difficile et ce n'est pas encore acquis. Ça ne peut être acquis que par une quantité de films à fabriquer, par une quantité de cinéastes à affirmer, par une déontologie de la créativité qui n'existe pas totalement encore au Maroc, qui existe, qui est en voie de structuration mais qui n'est pas encore acquise. Le Maroc est une expérience formidable qu'il faut surveiller avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de positivité, avec beaucoup de militantisme pour que cette expérience réussisse. Et si on veut qu'elle réussisse, ce n'est pas qu'un problème d'argent. C'est aussi un problème d'environnement global dans lequel des gens comme Leïla Kilani pourraient faire un film par an, comme Zinoun, comme Ahmed Zazi, comme d'autres. Garantir cette possibilité, c'est défendre autre chose que simplement l'argent, en considérant que la question de l'argent est acquise. Il ne faut pas que demain non plus on vienne nous dire on va diminuer, etc. C'est un acquis. De la même façon, si on veut que Leïla Kilani et les autres nous fassent des films de valeur, mais de façon plus régulière, de façon plus récurrente, il y a aussi la possibilité de dire tout haut qu'au Maroc, ici, chez nous, il n'y a rien qui puisse être à l'origine contrôlé ou censuré. Au Maroc, nous sommes fiers de dire qu'il n'y a pas de contrôle préalable des scénarios, qu'il n'y a pas de censure du scénario quand il est présenté. Prenez-le, c'est un acquis, c'est important. Il faut en être fier. Il n'y a pas non plus de censure a posteriori à partir du moment où un film marocain a été fait et qu'il doit être présenté. Il n'y a pas de censure à ceci. La censure légale qui consiste à dire un film ne sera pas vu par les moins de 16 ans, par les moins de 12 ans. Tout à fait normal. Parce que ça rentre aussi dans un autre aspect des droits humains qui est de protéger l'enfance et la jeunesse d'un certain type de travaux qui ne sont peut-être pas de leur âge et de leur niveau. Tout à fait normal. Mais dire d'un film qu'on a fait, il ne sera pas montré au public marocain, ça, au Maroc, ça n'existe pas. Donc prenons ces choses qui sont fortes et avançons. J'ai recommandé aussi de voir 3 autres films. Alors, si mes souvenirs aussi, je crois que c'est Pégase, de Mouftakir. Excellent film, parce que tout simplement, les droits humains dans ce film, et pour Mouftakir, qui se donne le droit d'aller en profondeur, dans les tréfonds de quelqu'un qui est complètement dans la duplicité, dans le double. Cette schizophrénie sociale qui fait qu'un individu s'accepte et se refuse. Cette possibilité de dénoncer en nous, ici, dans ce magnifique pays, la magnifique duplicité de gens qui se prennent pour des gens normaux et qui, au fond, font du mal, peut-être sans le vouloir, mais cet enfant qu'on a refusé en tant que fille et qu'on veut construire en tant que garçon. Cette façon qu'a Mohamed Mouftakir de se promener d'une partie à l'autre du film en nous rendant sympathiques des gens que nous serions prêts à ne pas aimer et extrêmement revêche des gens qui, dès le début du film, nous plaisent.
Cette façon de faire la duplicité entre les deux actrices. En l'occurrence, il y avait Saadi El Habib, il y avait Majdouni Idrissi. Cette façon de faire se composer, cette façon de faire qu'un interrogatoire dans une structure quasi psychiatrique ressemble étrangement à un interrogatoire qui serait dans une structure carcérale. Cette façon de montrer qu'il suffit de rien pour qu'on passe d'un côté à l'autre de la normalité ou de l'anomalie, je trouve que c'est une façon que Mohamed Bouftaqil a bien maîtrisé dans ce film Pégase que je recommandais de présenter. Et puis il y avait un autre film, je crois un petit dernier, de Malak, de Absalom Gilaï, que je salue comme étant l'un des cinéastes les plus énergiques que nous ayons au Maroc. Il a cet aspect totalement primaire de filmer à l'arraché. Il y a des gens qui filment de façon extrêmement posée, intellectuelle, parfois trop, mais il n'y a jamais trop dans la créativité. Et il y a des gens qui ont une façon arrachée de filmer, en urgence. On a l'impression qu'Hassan Ghilaï, c'est quelqu'un qui filme dans l'urgence. Avec une telle urgence, il nous a gratifié d'un film qui est un très bon moment de cinéma. Moi, j'exclus de ce beau moment de cinéma les 4 ou 5 premières minutes, où il ne savait pas exactement la vitesse qu'il fallait adopter, mais dès qu'il prend l'autoroute, c'est un film qui va tout seul. Et il a eu cette immense, belle idée d'inventer une actrice, une jeune actrice qu'on n'a jamais croisée, jamais vue. On ne sait pas d'où elle sort, et brusquement, il a une stature, il a un poids, il a une présence, et on revient à ce que, à moi, il me semble essentiel dans le cinéma, l'acteur et la direction de l'acteur. Parce qu'avant l'histoire des droits humains, il faut quand même que vous disiez une chose, le cinéma c'est quoi? Alors évidemment on peut développer, Moi j'étais à un séminaire une fois par an à l'université de Marrakech grâce à mon excellent ami, le professeur Bouhero, et chaque année maintenant, lors du festival de Marrakech, j'interviens pour développer une idée que nous développons ensemble depuis maintenant 6 ans. Où le propos principal, c'est quoi le cinéma? Je pense que, on m'a convaincu qu'il va falloir qu'on publie ça. Je vais mettre en forme cet objet assez indésignable, mais je vais lui donner une forme pour le publier. Parce qu'il faut qu'à un certain moment, on revienne aux fondamentaux, les définitions, les clarifications, l'entretien, voilà. Entretenir l'analyse, entretenir des objets dont on parle, etc. Et le cinéma, c'est quoi? Bon, on peut, ça mériterait vraiment une très longue séance, mais dans un premier temps, on peut très rapidement dire, et des cinéastes qui sont là le savent, de façon, je pense, intuitive, moi je vais mettre des mots là-dessus. C'est quoi? Ben, écoutez, pour moi, c'est des corps. N'imagine pas un film sans quelque chose de filmé, en l'occurrence c'est des acteurs. C'est des corps, le cinéma c'est des corps. C'est des corps et c'est de la lumière. Les directeurs de photos, les chefs opérateurs le savent. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de film. Il n'y a pas de corps. Vous ne pouvez rien distinguer si cette lumière n'existe pas. Que la lumière soit naturelle, artificielle, studio, soleil, etc. On capte la lumière. Une caméra, son rôle essentiel, depuis l'invention de la photographie, c'est de capter la lumière. Et cette lumière est captée avec des corps. Et ces corps sont dirigés, ils disent un dialogue, ils n'inventent rien, mais ils inventent la façon dont on leur dit de dire les mots, ça leur appartient. La même phrase dite par Marlon Brando ou dite par, je ne citerai personne, c'est ce qui fait la valeur. C'est ce qui fait la valeur. La valeur ajoutée d'un acteur, ne croyez surtout pas que n'importe qui peut faire ce qu'on lui demande de faire à l'écran. N'importe qui, lui, si vous le prenez pour un travail comme a fait Leïla Kilani, de 6 mois, de prendre une forme donnée, pas très précise, et d'en sortir quelque chose. C'est, à l'instar, je ne sais quel penseur qui un jour a donné cette image que je trouve magnifique. Vous prenez un très grand morceau de granit, ou de marbre, voilà, le marbre c'est plus noble,
Et dans ce morceau de marbre, il y a un individu, un sculpteur, qui va voir là-dedans la statue de Moïse. Quand vous donnez ce marbre, c'est une structure informe qui vous est imposée, qui est posée devant vous. Comment se fait-il que Michel-Ange, ou quelqu'un d'équivalent à Michel-Ange, va en sortir ce qui nous semble avoir toujours été dedans? On a l'impression que la statue est là-dedans. Il suffit juste... Ah non, le travail du réalisateur, c'est justement que lui, dans cet immense objet, le marbre, a tout de suite non seulement vu, mais tiré l'essentiel qui y était caché. C'est ce qui s'appelle révéler. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en photographie, on parle de pain qui révèle. Eh bien, le cinéma, c'est le corps, et c'est de la lumière, et la caméra est faite pour saisir cela. Mais il n'y a pas que cela. Il y a l'argument essentiel, enfin pas l'argument, l'élément essentiel pour que ces deux choses-là se malaxent et se marient. Cette chose essentielle, c'est le temps. Quand vous avez des corps, de la lumière et du temps, vous avez un film. Évidemment, vous les avez, c'est à vous de les ordonner. Et là, il y a un deuxième palier de cette trinité essentielle qui la complète, c'est qu'il y a de l'ordre. Le cinéma ordonne le monde. Un cinéaste, c'est celui qui prend des éléments épars dans la réalité, on appelle cela un scénario, un script, tout ce que vous voulez, et à travers cela, par cette caméra posée, par la place qu'il donne à la caméra aussi, mais ça, c'est une autre paire de manches, par ces petits effets, corps, lumière, le temps d'exposition, autant que le temps qui va faire le film, ordonne le monde. À partir de ce moment-là, le cinéaste est dans la posture d'un démiurge qui est en train de refaire le monde à sa façon, avec des éléments qui parfois ne lui appartiennent pas, ils appartiennent à un romancier, à un scénariste qu'il ne connaît même pas, mais peu importe, avec ces éléments épars, le cinéaste, le réalisateur, que ça soit un bon ou un mauvais film, ça n'intervient pas, ordonne à sa façon un monde qui vous donne à voir. Et c'est à partir de ce moment-là que le grand problème du cinéma, qu'il filme l'objet droit humain, qu'il filme une histoire d'amour, d'une niaiserie sans pareil, telle que le cinéma indien peut les inventer 500 fois par an, qu'il filme n'importe quel objet, il ordonne et doit se trouver nécessairement la bonne distance pour raconter. L'élément essentiel pour moi, quand vous avez les éléments et les ingrédients de base que j'appelle le corps, la lumière et le temps, que vous avez ordonné le monde en sortant, en partant de ce qu'on appelle, comment c'est le mot aussi, un scénario, un script, alors quelle est la bonne distance dans laquelle vous vous mettez par rapport à votre objet pour raconter. Narrer, la narration, la maîtrise du temps de ce qui est raconté, qui est le temps même du cinéma, c'est le temps filmique, c'est le temps des 2 heures, les 3 heures, les 1 heure et demie. Si vous n'avez pas trouvé la bonne distance par rapport à ce que vous racontez, est-ce que vous êtes complètement dans votre sujet, en osmose, en fusion, est-ce que vous avez un regard de chirurgien pour voir de loin, mais pas trop loin, ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en train de démonter une société à la façon d'un très grand chirurgien? Est-ce que vous êtes en train de... La bonne distance, c'est ce qui fait qu'un film est cohérent ou pas, qu'il vous attire ou pas, qu'il vous ouvre grand ses bras, ses portes et ses fenêtres, ou qu'il vous rejette d'emblée, vous n'avez même pas envie d'écouter ce qu'il est en train de dire. En gros, le cinéma, ce n'est pas un art de la spontanéité, de l'improvisation, du laisser-aller. Quelle que soit la personne qui filme, qu'il soit organisé ou pas sur le plateau, il y a un ordre intérieur sans lequel il n'y a pas de réalisateur et il n'y a pas de film. Les très grands pouvaient donner l'impression qu'ils n'étaient pas très près quand ils sont sur le plateau. Les très grands, c'est Godard, c'est Wells, c'est des gens qui pouvaient changer d'avis. Fellini, pour un oui, pour un non. Mais eux
maîtrise parfaitement ces deux notions essentielles. Mon regard ordonne le monde et mon regard est à la bonne distance pour reporter sur vous, pour vous rapporter ce que j'ai envie de dire. Il n'y a pas de grand film par hasard. Ça n'existe pas. Et il n'y a pas de volonté du cinéma d'aborder un sujet en passant. Quand on aborde un sujet tel que celui qui m'est proposé ce matin, des droits humains, on l'aborde avec, généralement, une conscience absolue de ce qu'on est en train de faire. Même si ce qui est montré comme ayant trait aux droits humains est au troisième plan par rapport à la vedette que je suis en train de filmer, tout cela, à l'instar de ce que pouvaient faire les très grands Américains comme John Ford, qui pouvaient faire passer une scène absolument cohérente et complète à l'arrière-plan pendant que vous êtes fasciné par ce que John Wayne est en train de dire, eh bien, il y a toujours, chez les grands cinéastes, chez les grands créateurs, cette volonté absolue de faire dire à leurs images ce qu'ils veulent absolument transmettre, en toute responsabilité. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Voilà très très rapidement la façon dont je voulais juste introduire le sujet. Je pense que si vous m'aidez à avancer moi-même dans ce que je pense par les questions que vous aurez la gentillesse de me poser, on avancera tous ensemble ce matin. Merci. J'ai une question en fait pour lancer le processus des interrogations. En fait, ma question c'est, on a fait une première masterclass de Marzaq Alouache et puis une deuxième. Dans leur cinéma, ils étaient catégoriques dans des choix de société, c'est-à-dire que Marzaq il s'est clairement positionné pour une société où il y a une religion, la religion est moins présente. Nouri Bouzid aussi, il a fait de son cinéma le langage de sa lutte quotidienne contre toutes les atteintes à la liberté, que ce soit la liberté des femmes ou bien la liberté aussi de conscience. Je ne sais pas dans quelle mesure le cinéma marocain a pu trancher ces questions-là, de la même façon que la littérature ou bien que les discours politiques également. Non, je connais bien le cinéma de Marzaq Alouache, je connais bien le cinéma de Nouri Bouzid, c'est en même temps des gens avec qui j'ai travaillé, que je connais, c'est des amis. Mais moi d'abord, je me méfie énormément des cinéastes quand ils parlent eux-mêmes de leur pratique ou de leur film, parce que je ne pense pas qu'ils aient la distance suffisante pour eux-mêmes se regarder. Lorsqu'on s'auto-regarde, je pense que c'est tout à fait autorisé, nous sommes dans les droits humains. Mais il y a un type de narcissisme qui ne me plaît pas, moi, chez les cinéastes, combien même ce serait un narcissisme critique. Moi, j'aime les travaux que fait Nouri Bouzid, et j'aime certains travaux qu'a fait Marzaq, qui est quelqu'un de très intelligent dans le rapport qu'il élabore entre les films, les produits qu'il fait et le public. Il s'adapte énormément, c'est un garçon qui a une intelligence, une adaptabilité qui est vraiment assez étonnante. Chose qui manque à Marzaq, à Nouri Bouzid, qui reste assez abrupt, assez direct dans la façon de poser les problèmes. Et il l'a payé d'ailleurs souvent et au prix cher. Quand Marzaq dit qu'il y a des... Enfin, moi, les gens qui me disent « je fais sauter un tabou », évidemment, je crois tout ce qu'on me raconte, mais je demande toujours à voir. Et il n'y a pas de meilleur exercice pour la conscience critique que de se mettre face à un écran et de regarder un film. Je ne vois pas exactement quels sont les tabous. Moi, ce qui me plaît dans les fictions cinématographiques, c'est la façon
dont on fait... Le cinéma, c'est du faire semblant. Dont on fait semblant de ne pas. À partir du moment où j'ai quelqu'un qui lève le poing et qui me dit la situation, oui, très bien, on est dans un autre registre. Le registre du cinéma direct, du cinéma de combat, du cinéma militant, est un registre qu'on ne peut plus digne et nécessaire à certains moments particuliers de l'histoire. Mais la question qui est posée, ce n'est pas qu'on fasse ensemble un film sur la violence de l'État à un moment donné sur un sujet donné. Oui, ça aussi c'est légitime, c'est tout à fait acceptable et il faut le faire. Mais quid d'un cinéma que vous souhaiterez montrer et voir le public le côtoyer avec satisfaction, avec acceptation, avec conviction, ça on est dans un autre problème. La force du cinéma américain, ce n'est pas d'avoir fait des films de dénonciation, c'est d'avoir fait des films que tout le monde regardait et avalait, et puis brusquement on se réveillait tous américains. Nous ne pouvons pas exiger en même temps le travail direct sur des sujets directs et nous plaindre après que personne n'est venu les voir. Je connais pas mal de mes amis très proches en France et ailleurs, en Tunisie, qui ont fait des films que moi je trouve d'une force inouïe dans le registre qu'ils se sont donnés. Et il m'est arrivé dans une salle à Menzel, dans la région de Tunis, de voir un film sur lequel on a une salle avec 800 personnes, on a terminé 20 à la fin. Parce que bon, on a dit, ouais, ce que vous nous montrez, parce que généralement quand on fait un cinéma militant, on le montre à des militants qui savent. On convertit des gens qui sont déjà de la chapelle. Mais ce qui m'intéresse, c'est de faire un film, quel que soit son degré de force de virulence au premier degré. Et de le montrer à des gens qui généralement viennent dans ces salles voir un film de fiction et de voir quelle est leur réaction. Et c'est là qu'il y a des films de grands militants qui sont d'une force cinématographique inouïe, Eisenstein, et des films qui sont d'un ennui, comme Un jour de pluie à Soklava, où pendant une semaine il n'y a que la pluie qui tombe et même pas de vache qui passe. Donc à partir de ce moment-là, vous vous dites, bon, quid du cinéma? Là, je n'interroge pas le militant, j'interroge le cinéaste. Que dois-tu faire pour que ton film soit aussi du cinéma, soit, je dirais, même avant tout du cinéma? Et là, il y a des exemples. Un film fait par Francesco Rossi dans les années 70, il peut convertir, c'est cette force-là qui fait que dire je fais sauter des tabous, c'est bien, bon, si ça te fait plaisir, mais je ne vois pas en quoi ça fait avancer deux causes. La cause du tabou qui est levé et la cause du cinéma. Moi, je demande les deux. Mais cela dit, jamais je ne dirai à un film militant de ne pas exister et jamais je ne l'interdirai. Ça, c'est clair. J'ai oublié de vous parler tout à l'heure d'un des films qui a été présenté, c'est un lapsus qui est extrêmement important, c'est The End. The End de, comment il s'appelle, de la série, qui est tout simplement l'un des prodiges du Maroc. Ce garçon-là, le jour où il comprendra qu'il n'a rien à faire à la télévision, le cinéma gagnera vraiment un cinéaste. C'est une perte de temps et d'énergie énorme que je lui dis, de toute façon il le sait, en toute amitié, il connaît mon point de vue, il n'a rien à faire à la télévision, rien à faire dans les sitcoms. Évidemment, il y a des raisons, je dirais, de fin de mois que je respecte tout à fait, puisque personne ne peut le faire vivre, il vit vraiment de son travail. Et quand on voit l'énergie qu'il passe dans des sitcoms et qui est un manque à gagner absolu pour le cinéma, je considère que Hicham, c'est pas ça. The End, c'est l'un des plus beaux films que le Maroc ait fait. Il est d'une force inouïe. Ce garçon-là, il a fait ce film, et je me demande, quoi qu'il ait fait après, qui est loin de ne pas être bon. C'est tout à fait un bon film. Mais je ne vois pas comment on peut surpasser un premier film aussi rigoureux, sur lequel on peut toujours dire il y a 5 minutes de plus ou de moins, ou 10 minutes.
comme ça le problème n'est pas là. Force inouïe, en noir et blanc, un noir et blanc, mais râpeux. Je vois mal comment, après ce premier film, un garçon comme lui peut aller se dépenser dans des sitcoms et ne pas revenir à ce qu'il fait. C'est un narrateur hors norme. C'est quelqu'un qui aurait peut-être besoin, mais enfin là c'est une intuition que j'ai, elle est peut-être fausse, qui aurait peut-être besoin de ne plus écrire ses scénarios. Parce que ses scénarios sont très bons aussi. Mais il aurait besoin peut-être d'être en contradiction avec quelqu'un d'autre que lui. Mais son film dit Inde, il y a tout ce qu'on peut aimer, tout ce qu'on peut rêver d'avoir, ce Maroc qui passe, cette violence inscrite dans la génétique des personnages, ce rapport à l'histoire, cette période dite de plomb qui est filmée en ressac. Alors ça, c'est un talent magnifique. Il n'y a rien qui soit affronté, mais tout est suggéré, avec une force qui est vraiment extraordinaire. Et son acteur principal, il est aussi dirigé de main de maître. Cette façon oblique que tous les films que je vous ai recommandé de voir, cette façon oblique de traiter des droits humains, je trouve que, franchement, le Maroc peut être fier d'avoir cette qualité de l'expression. En enlevant, bien entendu, le lieu interdit qui, lui, est directement inscrit dans les droits humains. Je pense qu'on peut être vraiment content. Moi, je suis malheureux que vous n'ayez pas pu voir un film auquel je tiens beaucoup aussi, fait par un couple de jeunes, c'est les frères Nouri, parce que The Man Who Sold the World est pour moi une recherche absolument formidable, que ça soit aux yeux de beaucoup un échec au niveau de leur propre tentative ou une réussite, là n'est pas le problème. Mais le fait que ces deux jeunes frères talentueux se soient attaqués à une nouvelle de Dostoïevski et tiré, en la rapportant au Maroc, cette force d'adaptabilité de la nouvelle avec la réalité marocaine, je trouve que pour des jeunes, pas pour des jeunes, ça n'a aucune espèce d'importance. Pour ces deux cinéastes, je trouve que vraiment c'est formidable. Et j'aurais aimé que vous voyiez ce film et que vous teniez jusqu'à la fin, parce qu'il n'est pas facile. Mais ça, c'est pas fait. C'est la faute à l'organisatrice, certainement. C'est ça, bonjour. Et si on parle au niveau international, donc vous avez cité 5 pères marocains pour le thème du droit humain, mais si on parle au niveau international, quels sont les films les premiers films qui vous viennent à l'esprit qu'ils ont, selon vous, traité d'une façon remarquable du droit humain? Le premier qui me vient, c'est l'un des premiers que j'ai vu dans ma vie de jeunes animateurs des ciné-clubs, c'est le Kérasé Potemkin. Il est insurpassable. Vous avez 60 ou 62 minutes, maintenant j'ai oublié. Avant, je peux vous réciter les plans un par un, mais là je commence à oublier. C'est la façon la plus forte. Bien sûr, on dira film bolchevique, communiste, des choses comme ça, c'était vraiment pas le propos, quoi. Là, la première révolte de 1905 à Odessa sur ce cuirassé est filmée de la plus belle défense des droits humains. Elle est là. Elle est dans ce gros plan des vers dans la viande. Et voilà. Et pour moi, c'est formidable. Il y a beaucoup d'autres films, bien entendu, qui touchent, qui parfois dérangent. Les 120 jours de Pasolini, c'est l'aurore absolue. Filmer ce roman du Marquis de Sade, c'est l'une des expériences les plus dures que vous puissiez avoir dans votre vie, comme le cinéma peut, à un certain moment, vous étouffer. Tous les films de Buñuel, vous prenez n'importe quel film de Buñuel, vous commencez vraiment à vous rendre compte que les droits humains, il vaut mieux en rigoler, quoi. Rossellini, vous savez, moi, les films qui sont frontalement en train de filmer quelque chose qui, à l'écran, s'énonce comme « je suis les droits humains », ça m'informe. Et c'est bien, j'ai lu des films il y a longtemps,
chiliens, des films guatémaltèques, des films qui sont frontalement droits humains. On les comprend, on est en lutte, vous n'avez pas commencé. Et ça, c'est un genre, qui est de combat, c'est un cinéma de combat.